Bonjour Denis Ndour. Oui, bonjour. Voilà, Denis Ndour, vous êtes le vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains. En tant que droit de l'homme, récemment, vous alertez sur la mort des détenus au niveau des prisons. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette situation alarmante? Oui, de toute façon, nous avons même fait un atelier où nous avons invité la direction de la direction pénitentiaire pour justement faire le point sur la situation carcérale. Vous savez, au niveau international, il y a ce qu'on appelle le standard. Le standard, ce sont les règles de Nelson Mandela. C'est le minimum qu'on puisse assurer à un détenu qui est dans une maison de correction. Oui. Je rappelle que celui qui est détenu n'a perdu que son droit de mouvoir. Il peut passer comme il veut, aller où il veut. Mais tous ces droits économiques, sociaux et culturels doivent être respectés. C'est-à-dire à la santé, droit à l'éducation, droit à un environnement sain, etc. etc. Mais le plus souvent, quand nous entendons des témoignages des anciens détenus, ils font des témoignages assez émouvants parce qu'ils parlent de leur situation carcérale difficile, le plus souvent émaillée de torture, bien que le Sénégal ait signé la Convention contre la torture. D'ailleurs, il y a un rapporteur spécial des Nations Unies qui doit venir au Sénégal dans le cadre de son travail de rapporteur pour enquêter un peu sur les sujets de torture. Donc, pour dire tout simplement que notre alerte vient à son heure, puisque nous avons entendu parler de réforme de la justice et nous sommes pressés que ces contributions et suggestions pertinentes qui sont sorties lors des assises de la justice puissent pour que le président et l'Assemblée nationale puissent, à travers des lois, mettre ça en œuvre. Voilà, parce que faire de beaux discours, de jolis textes, et sans appliquer, pour moi, ça ne sert à rien du tout. Et donc, pour éviter justement ces cas de mort, ça c'est un aspect. L'autre aspect, c'est l'aspect de l'impunité. Il faudrait aussi que, quand on veut faire la reddition des comptes, on veut faire justement combattre l'impunité. Mais cela ne doit pas se limiter juste à des crimes financiers, mais on doit également regarder du côté des prisons. On entend souvent des morts d'hommes et souvent, on dit que c'est mort naturelle. Le plus souvent, c'est pas mort naturelle. Et donc, parce que souvent, il n'y a pas de contre-expertise de médecins légistes pour pouvoir regarder effectivement l'autopsie, est-ce que ça a été ce que ça devait être. On a connu un cas où, avec contre-expertise d'autopsie, on s'est rendu compte qu'effectivement, la personne a été tuée par balle et parce qu'il y a eu contre-expertise. Et donc, souvent, on ne va pas dans ce terrain-là parce que souvent, c'est des hommes de tenue et donc, le plus souvent, c'est comme si c'est des intouchables alors que c'est des citoyens comme les autres, même s'ils sont des forces de défense et de sécurité. S'il y a un mort d'homme au niveau des lieux de détention, il doit obligatoirement avoir des enquêtes et que l'on puisse savoir c'est quoi la finalité de ces enquêtes-là. Parce que parfois l'État rassure en disant il y aura des enquêtes, mais après on n'en parle plus et puis c'est terminé. Je pense que cette pratique-là doit cesser pour que qu'on puisse plus entendre des morts d'hommes avec beaucoup de suspicion au niveau des lieux de détention des libertés. D'accord. Une autre question, c'est par rapport à la migration circulaire. Que pensez-vous de cette migration circulaire, la coopération entre le Sénégal et l'Espagne pour des ouvriers agricoles? Que pensez-vous de ça? Alors moi, je ne suis pas d'accord pour la spécificité de migration circulaire sur le plan agricole. Par contre, je suis pour une migration de coopération avec les autres États pour permettre aux jeunes
et aux non-jeunes qui désirent aller émigrer ailleurs pour vendre leur talent à travers leur qualification professionnelle, de leur faciliter les visas et de voyager de façon normale et puis aller tenter leur chance de façon normale. Je préfère ça plutôt que de faire de l'immigration circulaire où les jeunes n'ont pas aucune garantie qu'arrivés là-bas, ils vont aller dans les champs, ils peuvent s'évader, aller faire ailleurs, aller faire autre chose et aller ailleurs. En ce moment, ils seront dans des situations irrégulières et ça va poser encore d'autres problèmes. Donc moi, je pense que l'idée d'encadrer, d'avoir une coopération pour faciliter les visas, ça c'est bien, c'est positif. Mais l'idée d'aller les cantonner pour aller cultiver, pour moi, j'aurais préféré qu'on les cantonne ici au Sénégal pour cultiver, assurer notre autosuffisance alimentaire et puis créer beaucoup d'emplois dans le domaine de l'agriculture. Mais Denis Ndour aussi, parlons toujours de migration par rapport à la politique migratoire du nouveau président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui est en train de réaliser des déportations, des expulsions. Est-ce que c'est conforme aux droits humains? Qu'est-ce que vous pensez de cette politique migratoire de Trump? Voilà, c'est mitigé. D'abord, il faut reconnaître que c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui nous garantit la possibilité de tout être humain, tout citoyen, où que vous soyez dans le monde, d'avoir la possibilité de vous déplacer, d'aller dans un autre pays et si vous le désirez, d'y vivre, d'y s'installer, d'y travailler, d'y étudier, etc. Mais cela suit des normes et des réglementations qui diffèrent d'un pays à un autre. Donc, les États-Unis, c'est un pays souverain. Ils sont libres de dire voici les conditions qui sont déterminées pour permettre aux étrangers de venir chez eux pour y rester, y travailler, étudier, etc. Maintenant, dans le monde où nous sommes, avec la science sociale, la situation géopolitique, géostratégique, aucun pays ne peut se recroqueviller sur lui-même en disant que je n'ai pas besoin des autres. Tout le monde a besoin de l'autre. Et c'est pourquoi j'aime bien citer le professeur Solan Bassir Diagne qui nous parle de sociétés ouvertes. Voilà, nous sommes à l'ère des sociétés ouvertes. Parce que, voilà, avec la mondialisation, forcément, chacun a besoin de l'autre. Que vous soyez pays en développement, que vous soyez pays développé. Maintenant, Trump, dans sa politique, a toujours prôné l'Amérique pour les Américains. Donc, les Américains d'abord. Si les Américains sont satisfaits de sa politique, en tout cas sur le plan économique, socio et culturel à l'interne, peut-être que là, après, il peut s'ouvrir aux étrangers. Mais ça, c'est sa politique. Et en tant que président de la République, il est libre de mener une telle politique. Maintenant, les autres pays aussi doivent avoir, si vous voulez, la possibilité et, disons, l'autonomie, la souveraineté d'appliquer certaines lois ou règlements pour faire face à cette situation-là. Je rappelle également que les États-Unis aussi, c'est un pays démocratique, d'un État de droit, où, avec la fédération, il y a certains États qui ne vont pas appliquer ce que Donald Trump veut. Et ça a commencé déjà. Et donc, c'est pour dire que, on sent également la séparation des pouvoirs où le pouvoir judiciaire peut dire que telle loi ou telle décision ou tel décret est anticonstitutionnel et non applicable dans l'État où ce pouvoir judiciaire-là fasse un peu la réclamation dans de telles situations. Donc pour moi, il n'y a pas à s'alarmer, ça ne va pas s'appliquer partout. Deuxièmement, c'est à nous autres États en développement ou développés à donner une réponse par rapport à cette politique-là, mais on ne peut pas lui reprocher sa politique. Ce sont les citoyens américains qui ont décidé de
de l'amener au niveau de la magistrature suprême. Une question, c'est par rapport à l'affaire Farba Ngom, parquet financier, parce qu'à un moment donné, les droits de l'homme décriaient la CREI qui ne respectait pas les droits humains des accusés. Est-ce que le parquet financier maintenant respecte les droits humains des accusés? Qu'est-ce que vous pensez de ce parquet financier et l'affaire Farba Ngom? Oui, je pense que c'est une bonne chose qu'on ait ce parquet financier. C'était une façon de rectifier un peu au niveau de la CREI. Et je pense que dans d'autres pays, on parlera de criette pour dire que effectivement, celui qui est poursuivi doit avoir les moyens de défense et de recours, surtout. Parce que c'est ce qui manquait dans l'autre cour. Bon. On peut ne pas personnaliser le cas de Farba. C'est vrai que ça a fait un tollé parce que c'est un homme politique, mais il y a d'autres personnes qui ont été interpellées par ce parquet financier-là et on n'entend pas parler d'eux. Voilà, et donc c'est là où, peut-être c'est là où le parquet financier devrait communiquer. Moi, je suis d'accord qu'il y ait des gens qui fassent de la médiation pénale, qui remboursent les deniers qu'ils ont subtilisés aux populations indirectement à travers leur position. Mais pour amener de la transparence, ce serait important qu'on nous communique en nous disant que telle personne occupant tel poste a eu des malversations, mais tout est rentré en l'ordre. La personne nous a rendu ceci ou nous a rendu cela, et que l'argent qui a été ramassé, qu'on ne nous dise pas on a ramassé tant, mais qu'on nous dise cet argent-là a servi à quoi ou bien va servir à quoi. Et pour moi, c'est l'Assemblée nationale qui devrait décider de quoi cet argent devrait servir puisque ça a été récupéré. Donc pour moi, ce qu'il faut respecter, c'est le droit de la défense. Et que aussi, un problème que nous avons, qu'il faut vraiment régler, c'est un peu les fuites des documents, surtout dans les domaines de procédure judiciaire. C'était très récurrent avec le régime précédent et maintenant là, on a l'impression que c'est pas encore fini. On ne peut pas, lors d'un procès ou des enquêtes préliminaires ou avec le juge d'instruction, qu'on met sur la place publique voilà, certaines informations qui n'ont pas été véhiculées par les avocats de défense ou voilà, ou l'État. Donc, pour moi, il doit y avoir une certaine transparence, certes, mais il y a des informations qu'on ne peut avoir sur la place publique. Donc, ça demande une réglementation. D'ailleurs, il y a une réglementation, c'est juste qu'on ne respecte pas et qu'il n'y a pas de poursuite par rapport à ceux qui violent cette réglementation-là en mettant des choses sur la place publique. Et je pense qu'il faut qu'on fasse la distinction entre la transparence de la justice, en voulant être transparent, c'est-à-dire à travers la communication, et le secret, justement, de l'investigation, qui ne doivent en aucun cas fuiter pour avoir, justement, des conséquences sociales. Quand on voit toute cette mobilisation politique autour du cas de Farba, et c'est parce que les gens ont des informations, je ne sais d'où, et qui fait que, bon, on va anticiper sur les choses en se disant, puisque c'est un dossier sociopolitique, attendons, on va essayer de faire un combat politique. Pour moi, c'est pas ça qui est l'essentiel. La justice doit aller dans une discrétion tout en étant dans une transparence. Et ça, vraiment, il faut vraiment beaucoup de tact pour que les populations puissent avoir cette perception à travers les communications judiciaires, que ce soit le parquet financier ou d'autres cas aussi de politique voilà, qui peuvent attirer l'attention des Sénégalais. Denis Ndour, vous êtes le vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.